Dès ce 18 février 2026, l'Angola veut un cessez-le-feu entre le gouvernement congolais et la 23. À Minembwe, sur les lignes de front, c'est une autre réalité. Il y a eu des attaques. Les sources de la société civile parlent en tout cas déjà de morts et de blessés. D'ailleurs, on parle de la mort d'une dame de 101 ans qui a perdu la vie dans les attaques. On va en parler. On parle également de la situation à Goma avec l'arrivée d'une délégation de la MONUSCO venue et qui a annoncé l'arrivée d'une mission à Uvira. On en parle dans cette émission, la rétrospective sur Kivu Morning Post. Jospin, bonjour et surtout bienvenue. Bonjour Blaise, merci beaucoup et bonjour à ceux qui nous suivent de partout à travers le monde. On parle maintenant du cessez-le-feu. Angola tient à ce que le 18, un cessez-le-feu commence entre les gouvernements congolais. L'an 23 n'est-ce pas une bonne nouvelle? Oui, c'était à l'issue des rencontres qui se sont suivies à Luanda entre le président Félix Tshisekedi et le président angolais Joao Lourenço, qui est président en exercice de l'Union africaine, Olusegun Obasanjo, l'ancien président nigérien et facilitateur désigné par l'Union africaine, mais également Faure Gnassingbé, que le président angolais Joao Lourenço, à travers un communiqué, a proposé un cessez-le-feu à partir du 18 février 2026 à midi, mais à une seule condition, que les partis concernés valident l'idée, c'est-à-dire le gouvernement congolais et l'F-123 à travers des déclarations officielles, chose qui n'est pas encore été faite jusque-là, mais nous espérons que peut-être les deux parties vont devoir répondre. Mais sur le terrain Blaise, les combats se poursuivent dans certaines régions de l'Est de la RDC, c'est notamment dans le haut plateau des Minembwe en territoire de Fizi, où, comme vous l'aviez dit, les forces armées de la RDC appuyées par l'armée burundaise et certaines sources citées par Moïse Nyarugabo parlent de la présence de troupes tanzaniennes poursuivent des attaques contre le village des Minembwe. Alors jusque-là, le cessez-le-feu, d'abord avant de parler de ces violations déjà qui s'enregistrent, favorable pour les deux parties, est-ce que cela sera respecté? C'est pas pour la première fois qu'on parle du cessez-le-feu quand même. Oui, il y a eu plusieurs processus qui ont exigé un cessez-le-feu depuis le début d'ailleurs des processus de Doha. C'était d'abord à Luanda. Luanda avait demandé un cessez-le-feu, à Doha, à Washington également, mais sur le terrain, cela n'est pas respecté. Peut-être pour cette fois, il y aura une particularité parce qu'il y a un mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu qui a été mis en place. Et le go a été donné par la MONUSCO à travers ce premier vol à l'aéroport de Goma qui a atterri. Alors, violation du cessez-le-feu déjà à Minembwe. Est-ce que le 18, on ne va pas assister à des scénarios où on va demander les retraits, par exemple des troupes étrangères qui risqueraient de compliquer les choses? Comme je l'avais toujours dit sur ce plateau Blaise, le cessez-le-feu est un peu impossible dans certaines zones tenues par les Wazalendo et des groupes comme Twirwaneho, sans qu'il n'y ait interposition des forces neutres. Parce que s'il n'y a pas de forces neutres, par exemple, qu'on place à Mikingi ou à Point Zéro, on se dit à partir de Point Zéro, en allant jusqu'à Baraka, on sait que c'est une zone contrôlée par le Wazalendo et les forces gouvernementales. On se dit à partir de Mikingi, des Point Zéro, on n'avance pas. Donc, que chaque force garde ses positions initiales et que Point Zéro serve de zones tampons, par exemple, où on va interposer une force neutre. Qu'on fasse la même chose, par exemple, dans la plaine de la Ruzizi, qu'on se dise qu'à partir de Kiliba, c'est une zone tampon, et là, on commence par Sangé jusqu'à Kamanyola et tout le reste des zones contrôlées par l'F-123. Sans une telle mesure, ça va être très compliqué que le cessez-le-feu soit respecté. Même chose dans le Walikale, on sait qu'à partir de Kiboua, il y a des forces gouvernementales. À partir de Kibati, c'est l'F-123 jusqu'à Nyabiondo. S'il n'y a pas une zone qu'on considère comme une ligne rouge qu'on ne doit pas franchir, ça sera difficile. C'est pourquoi
je salue l'arrivée de Madame Van de Peer, la chef de la MONUSCO par intérim, représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC, qui est arrivée à Goma jeudi. C'était le tout premier vol à l'aéroport de Goma par hélicoptère depuis janvier 2025. Sa mission consiste en une vérification et un suivi du cessez-le-feu parce que c'est une première équipe qui vient, mais la mission c'est d'aller jusqu'à Uvira, déployer des équipes pour des surveillances du cessez-le-feu. C'est un processus qu'il faut étendre sur toutes les zones à conflit aujourd'hui, ramener des forces neutres, des préférences de la MONUSCO, qui est considérée comme une force neutre, parce que déjà, la force de la SADC est accusée par l'F-123 d'avoir combattu aux côtés des FARDC. Au sein de l'EAC aussi, il y a des nations qui sont remises en cause, comme le Burundi. Pour le parti en conflit, notamment l'F-123, ne pourra pas accepter qu'une armée qui faisait partie du conflit, combat vienne encore servir de forces neutres. C'est ce qu'on a vécu dans le Rutshuru, dans le Kibumba, dans le Masisi en 2022. À un moment donné, l'F-123 a considéré les forces burundaises comme forces ennemies, alors qu'à la base, c'était une force qui faisait partie de la force de l'EAC. C'est pourquoi je parle de la MONUSCO aujourd'hui comme force peut-être crédible, parce que jusque-là, elle n'a pas été remise en question par les deux parties en conflit, mais sans cette interposition opérationnelle sur le terrain, ça va être compliqué pour les deux parties d'observer le cessez-le-feu. Mais quand même, il faut saluer un calme relatif qu'on a observé dans la plaine de la Ruzizi depuis un moment. Depuis cette semaine surtout. Oui, on a observé une semaine sans combat sur le côté là, sur le côté nord d'Uvira, en prenant la plaine de la Ruzizi, parce que quand il y avait le déploiement des troupes burundaises, on a commencé à craindre une explosion des combats dans la plaine de la Ruzizi, surtout avec une annonce choc du gouverneur Jean-Jacques Purusi. De la réouverture de... Quand il revenait à Uvira, il a dit qu'il vient avec une mission de reprendre Kamanyola, de mettre des offensives, d'aller jusqu'à Bukavu. Et on a commencé à craindre encore une explosion de conflit, mais on essaie quand même d'observer un calme relatif. C'est dans le haut plateau où il y a une situation un peu compliquée parce que les forces gouvernementales, avec l'appui des troupes burundaises, veulent à tout prix prendre Minembwe. Minembwe qui est considéré comme un verrou stratégique du Touraneo, du MRDP Touraneo, qui est un groupe de défense de la population Banyamulenge. Pour ce groupe-là, prendre Minembwe serait un acte de sacrifice. Ça serait comme sacrifier les Banyamulenge qui sont déjà victimes des bombardements. Vous venez de parler de cette dame qui a perdu la vie dans des bombardements. Ça fait déjà 2 semaines que Minembwe est ciblé par les forces gouvernementales. À un moment donné, d'ailleurs, on avait annoncé la prise de Minembwe par les forces coalisées de Kinshasa, mais 2 jours après, le MRDP Touraneo avait démenti cette information et jusqu'à présent, Minembwe, Rugezi, Mikenge sont toujours tenus par le MRDP Touraneo allié à la F-123. Et cette zone-là est très stratégique pour les Touraneo. Et voilà pourquoi ça fait toujours l'objet des affrontements chaque jour. Je pense que le cessez-le-feu devrait peut-être consacrer une stratégie qui va faire que les populations de Minembwe quand même soient épargnées de ces bombardements, soient mises à l'écart, parce que jusqu'à présent, ces combats autour de Minembwe font beaucoup de victimes civiles et des dégâts matériels inestimables. Il serait important, dans le cas de cessez-le-feu, de revenir jusqu'à point zéro peut-être pour les forces gouvernementales, mais aussi que Doha, parce que cessez-le-feu c'est dans le cadre de Doha, et on sent que de plus en plus le président burundais est impliqué dans la sous-région. On ne peut plus parler de ce conflit sans pour autant parler du Burundi. Il serait mieux dans le processus de Doha d'impliquer aussi le Burundi. Très bien. D'inviter le président burundais Ndayishimiye Evariste pour qu'il retire pendant ce moment de cessez-le-feu ses troupes. Parce que la présence des troupes burundaises peut expliquer une violation de cessez-le-feu côté AF-123. L'AF-123 peut violer le cessez-le-feu et expliquer cela par
des attaques provenant des troupes Burundi. burundaises qui ne font pas partie officiellement du processus de Doha. Parce que pour l'F-122, il sera peut-être facile de dire, nous sommes en pourparlers avec le gouvernement congolais. Il y a d'une part les FARDC, d'autre part l'ARC. On sait que les FARDC sont appuyés par les Wazalendo, mais le M23 n'a jamais concédé ou gobé le fait que l'armée burundaise fasse partie des forces gouvernementales de Kinshasa. Donc, quand on parle de l'armée burundaise, aujourd'hui, on commence à parler aussi des troupes tanzaniennes, des mercenaires blancs, des troupes d'Eric Prince à Uvira. Quand on parle de toute cette coalition-là, combattre face à l'F-123, ça va être difficile quand ces cessez-le-feu soit respecté. C'est pourquoi il y a beaucoup de préalables au respect de ces cessez-le-feu. Si ils ne sont pas réunis, ça va être compliqué. La mission de la MONUSCO, c'est aussi rassurer que les discours ne restent pas au niveau politique. C'est pour qu'il y ait une concrétisation. Est-ce que cela va nous permettre au moins de documenter les violations qui s'observaient sur terrain? Bon, la MONUSCO ne vient pas pour documenter. Je pense que ça, c'est tout un autre rôle. Aujourd'hui, la MONUSCO vient pour... un appui logistique, ils l'ont dit. Pour un appui logistique. Mais ils seront là dans la zone. Est-ce que la MONUSCO, dans ces processus, nous aidera au moins à documenter les violations? Parce qu'il vient pour essayer de vérifier si les cessez-le-feu respectés. Oui. Est-ce que ça serait des avancées allant dans ce sens? Oui, déjà à travers des organisations humanitaires qui œuvrent dans la région, notamment la TRDH, la société civile aussi, on sait documenter certaines violations, que ce soit au Uvira, que ce soit à Baraka, à Fizi, dans toutes les autres zones à conflit, ou à Minembwe, à travers, par exemple, un notable comme Moïse Nyarugabo, qui a des sources locales, qui sait citer nommément chaque victime et qui sait retracer même sa famille à Minembwe. On sait quand même documenter quelque chose, mais la MONUSCO aussi, oui, c'est une force qui a des moyens suffisants pour documenter les violations. Mais ce n'est pas ça, en tout cas, la quintessence de sa mission. La quintessence de sa mission, je voudrais peut-être placer cette mission dans son contexte. Une minute, oui. C'est une mission qui a été décidé par le médiateur qatari. Parce qu'à Doha, on a décidé d'un cessez-le-feu. On s'est rendu compte qu'à plusieurs reprises, il y a eu violation de cessez-le-feu. Comme stratégie, on a constitué un consortium d'observateurs qui viennent du gouvernement congolais. Il y a des membres du gouvernement congolais, il y a des membres de l'F-123, il y a les membres de la CIRGL et les membres de la MONUSCO qui constituent ces consortiums pour vérifier pour surveiller et observer le respect ou l'observance du cessez-le-feu sur le terrain. C'est une équipe de monitoring et d'observation. Mais jusque-là, ce n'est pas encore une force qui vient s'interposer pour faire respecter le cessez-le-feu, pour créer cette sorte de zone tampon. C'est pourquoi je crains que ce processus soit aussi long qu'on le croit, parce que j'ai vu déjà certaines personnes commencer à parler de la réouverture de l'aéroport de Goma. Alors que ce n'est pas encore le cas. Le M23 a bien précisé à travers son porte-parole politique adjoint, Oscar Balinda, qui était présent à l'aéroport de Goma jeudi, que sur le 8 protocoles qui doivent être discutés à Doha, seuls 2 ont déjà été discutés. Alors, pour aboutir à la réouverture, à la décrispation politique, au cessez-le-feu effectif, il faut discuter tous les 8 protocoles. Et on ne sait pas pourquoi on en est encore à 2 jusque-là. C'est-à-dire que la réouverture de l'aéroport de Goma ne dépend pas de la MONUSCO maintenant, là, parce que la MONUSCO vient coaliser avec l'équipe de l'F-123 du gouvernement de la CIRGL pour faire le monitoring et l'observation du respect de ces cessez-le-feu sur le terrain. Mais sans une force onusienne d'interposition, Blaise, je reste un peu dubitatif à ce sujet. Très bien. Je pense que ça ne va pas être possible parce que cette force qui sera déployée, par exemple, à Uvira, est-ce qu'elle saura tout ce qui se passe dans le haut plateau? Est-ce qu'elle saura contraindre les Wazalendo, les FARDC qui sont présents à Uvira de ne pas attaquer ou à ne pas se donner à des actes de pillage, parce que sa mission est de monitorer et d'observer et de surveiller. Mais on ne parle pas d'interposition. Il n'y a pas cette mission d'interposition. C'est là où il y a un peu cette nuance et on espère que peut-être dans les jours à venir, on va en savoir plus parce que la MONUSCO va mener une mission
dans la zone d'Ouvira prochainement. On espère peut-être que la presse aura accès à cette mission pour que nous puissions y aller. Parce que nous allons toujours sur le terrain, qu'on voyait les images de Goma. Et nous sommes restés dans cette zone, exercés comme journalistes, pour vous donner des informations, pour que ces zones ne restent pas sous silence, mais que le monde entier puisse savoir ce qui s'est passé ici. C'est grâce à la presse qui est ici. C'est dans ce cadre-là que nous irons aussi peut-être à Ouvira pour vous donner l'information qui vient du terrain. Nous allons faire notre travail comme journalistes, ça veut dire aller reporter ce qui se passe sur terrain. Je vais dire une chose, on le dit toujours sur ces plateaux, il nous faut une petite volonté politique. Une petite volonté politique et le reste sera joué. Portez-vous bien.